Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, accompagné de ses collègues des Travaux publics et des Finances, était face à la presse. Occasion pour expliquer les enjeux de la signature de l'accord de prêt avec les institutions bancaires chinoises. Valoriser les écosystèmes de chaque région et promouvoir la pisciculture. C'est dans cet élan que les anciennes carrières de sable de Tanene viennent d'être valorisées. Elles ont par la suite reçu une grande quantité de poissons géniteurs. Stop à l'immigration clandestine des jeunes. Le slogan est lancé par les artistes au Centre culturel franco-guinéen. C'était lors d'un concert inédit sur ce phénomène de société. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la télévision nationale pour vous informer. Coopération. L'ambassadeur de Chine en Guinée est en fin de mission. Avant de quitter le pays, il a célébré pour la dernière fois avec la représentation du peuple de Guinée le 69e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Au cours de la réception organisée en son honneur, il a salué les relations de partenariat fructueux entre nos deux pays. Mafarin Camara était de la partie, suivez son compte rendu. Du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine coïncide avec la fin de la mission diplomatique de l'ambassadeur Bian Qian. Après 4 ans d'exercice, le diplomate chinois quitte la Guinée. Il arrête également sa carrière au sein du corps diplomatique pour d'autres domaines de compétences professionnelles dans son pays. C'est avec beaucoup de tristesse que je quitte la Guinée. Mais je garderai toujours ce pays dans mon cœur. La Guinée est un beau pays qui regorge de ressources abondantes et est habité par un peuple travailleur et courageux. Ces dernières années, sous la direction de son Excellence Monsieur le Président de la République, la Guinée a maintenu la stabilité politique et réalisé des accomplissements remarquables dans le développement économique et social. 40 ans après le lancement de sa politique de réforme et son ouverture sur l'extérieur, la Chine est aujourd'hui la deuxième économie mondiale, le plus grand producteur industriel au monde et le premier détenteur de devises au monde. Cette fête est célébrée au lendemain du sommet sino-africain. Les dirigeants chinois et africains ont discuté de la coopération sino-africaine dans l'ère nouvelle autour du thème « La Chine et l'Afrique ». Construire ensemble une communauté de destin plus solide par la coopération gagnant-gagnant. Ils ont fixé le cap pour l'avenir des relations sino-africaines et donné un nouveau sens, le sens de notre époque au partenariat de coopération globale stratégique sino-africain. La coopération sino-guinéenne est au beau fixe depuis l'établissement des relations entre les deux pays. L'excellence de ce partenariat exemplaire se matérialise à travers plusieurs réalisations d'infrastructures comme les palais du peuple Sékou Touréa, la RTG Koloma, le stade de Nongo, des barrages hydroélectriques, des sociétés minières et de construction immobilière et bien d'autres en santé ou technologie de pointe. Cette coopération a pris une nouvelle dimension avec l'accord stratégique portant sur 20 milliards de dollars. D'autres axes de partenariat sont ouverts entre les deux pays. La récente et 4e visite officielle de son Excellence professeur Alpha Condé en Chine constitue un autre témoignage éloquent de l'excellence des relations de coopération existant entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Durant cette visite, de nouveaux jalons ont été posés de nature à permettre à mon pays d'avancer dans la voie du progrès économique et social dans un partenariat gagnant-gagnant au profit exclusif de nos deux peuples. Je voudrais également, Monsieur l'ambassadeur, ici louer les efforts consentis par le gouvernement chinois pour les stages de formation offerts aux cadres civils, militaires et étudiants guinéens. Vieille de 60 ans, la coopération entre la Chine et la Guinée est une belle illustration de partenariat gagnant-gagnant. Les deux nations s'engagent à construire une communauté de destin afin de porter les relations à une nouvelle échelle pour ouvrir un nouveau chapitre dans les annales de la coopération sud-sud.
On enchaîne avec le barrage hydroélectrique de Swapiti. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, accompagné de ses homologues des Travaux publics et des Finances, a tenu un point de presse. La presse a été informée du financement et des avantages socio-économiques du projet Swapiti et certains projets d'infrastructures routières qui contribueront au développement durable du pays. Valérie Talimane. La réalisation du barrage hydroélectrique de Swapiti sur le fleuve Concouré va permettre à la Guinée de doubler sa fourniture hydroélectrique. Pour accélérer les travaux de construction de l'imposant barrage Swapiti, la Chine accompagne la Guinée à travers un prêt obtenu en marge du 7e forum sur la coopération sino-africaine tenu à Beijing le 4 septembre dernier. Un accord formel a été signé entre la Guinée et la banque chinoise Exim Bank pour un prêt de 1,4 milliard de dollars. Tout ce qui a été fait à Pékin, ce n'est pas seulement la signature de l'accord de crédit de Swapiti ou les accords sur la route nationale numéro 1 Koya-Dabola ou la voirie. Il y a eu une alliance qui a été signée par son Excellence Monsieur le Président de la République, l'alliance qui entre la Guinée pour pouvoir effectuer les lignes d'interconnexion pour électrifier toute l'Afrique. Vous devrez vous rappeler que le Président de la République est le coordinateur de l'électrification de toute l'Afrique à travers les énergies renouvelables. La signature de cet accord de financement est consacrée à la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti, dont la capacité de production attendue est de 450 MW. Selon les prévisions initiales du gouvernement et de l'entreprise CWE, Swapiti devrait être livré en 2020. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu l'implication du président de la République, on ne serait pas au niveau aujourd'hui de construction de Swapiti. Jusqu'à date, près de 700 millions de dollars ont été investis par la société avec laquelle la Guinée est en partenariat pour construire ce gigantesque barrage. Et il n'y aura plus d'autres barrages plus grands que Swapiti en République de Guinée. Le ministre l'a dit, l'investissement le plus important, 1,175 milliard de dollars, ce n'est pas une petite affaire. Depuis que la Guinée a été la Guinée, dans nos relations avec la Chine, c'est la première fois d'atteindre ça. Et la moisson, cette fois-ci en Chine, c'est près de 2 milliards de dollars. Ça, c'est très rare. Ce barrage sera le deuxième réalisé en Guinée par la compagnie chinoise China Water Electric, CWE, après celui de Caleta qui fait 240 MW. Parlons à présent du lancement de la campagne nationale d'information et de protection du consommateur. Cette autre mission du ministère de l'Industrie s'étalera sur toute l'étendue du territoire et consiste non seulement à protéger le consommateur guinéen, mais aussi à rendre nos produits compétitifs sur le marché. Abdul Karim Kamara, reportage. Dans cette unité industrielle, l'on assiste à une partie de contrôle. Cet instrument de mesure appelé pied à coulisses digital vérifie la conformité aux normes des tôles. Les agents techniques de l'Institut de normalisation testent l'épaisseur d'un échantillon de tôle bac. Résultat des épreuves, avec 0,40 mm, la norme est respectée. La tôle bac qui fait 6 mètres de longueur ou 12 mètres de deux, c'est conforme aux normes. La tôle ondulée fait 0,25 en moyenne et la tôle bac 0,35 en moyenne. Quand c'est plus, c'est encore mieux, mais c'est le minimum qu'on a exigé. L'opération est le début de la campagne 2018 d'évaluation des normes et concerne tous les types d'entreprises. Il s'agit de démontrer si les exigences spécifiques techniques sont respectées par les produits. Dans le cadre de la métrologie, on aura à contrôler les masses, les instruments de mesure de station-service. On appose la vignette verte qui signifie que la pompe est en bon état de fonctionnement. Si on appose la vignette rouge, cela signifie que la pompe est en état vétuste de fonctionnement. Donc on le met hors service. Le ministère de l'Industrie exige de toutes les entreprises le respect des différentes normes en vigueur.
Elles sont nombreuses, les usines et PME qui ont compris la démarche, même s'il y a encore du chemin à faire. Nous sommes en phase de certification qualité 9001, ISO 9001. Déjà, nous avons la certification ISO 14001 et OSHA 18001. Les normes sont en rapport avec la législation nationale. Donc, il y a toujours des petits points à régler, mais de façon globale, ça va. Ces contrôles vont s'élargir sur toute l'étendue du territoire guinéen. Tout au long de la campagne, il y aura des prélèvements sur certains produits pour des fins d'analyse. Ces analyses sont microbiologiques, chimiques, physico-mécaniques, organoleptiques, ainsi que le marquage et l'étiquetage. La mission de l'ITIE international vient de boucler son séjour de travail à Conakry, la dernière étape de sa journée d'échange avec le comité de pilotage de l'ITIE Guinée a porté sur l'impact réel des travaux de l'initiative sur les populations locales et les mécanismes de fonctionnement du comité de pilotage. Mamadou Alpha Baldé. Avec plus de la moitié des réserves de bauxite au monde et les plus riches gisements de fer et autres métaux rares, la Guinée compte beaucoup sur son secteur extractif pour accélérer son développement économique et social. Pour gagner ce pari, le pays mise sur la carte de la transparence, une dynamique principalement portée par l'ITIE. En séjour de travail à Conakry, des représentants de l'institution internationale échangent avec le comité de pilotage local autour de ces mécanismes de fonctionnement. L'exigence 1 concerne le fonctionnement du groupe multipartite qui est composé effectivement du gouvernement, des sociétés minières et des représentants de la société civile. Comment ce groupe multipartite fonctionne? Comment sont désignés les membres qui proviennent de ces trois secteurs-là? Et est-ce qu'il y a une certaine transparence, n'est-ce pas, dans le fonctionnement du groupe multipartite qui est le comité de pilotage de l'ITIE? Voir un peu, effectivement, est-ce que l'ITIE Guinée remplit les conditions pour aller vers la validation de notre pays. Les discussions autour des exigences 1 et 7 portent aussi sur l'impact réel de l'initiative auprès des communautés touchées par l'exploitation minière. En termes d'impact, on a parlé des avancées majeures dans le domaine de la gouvernance. Par exemple, on a parlé de la création de la Cour des comptes grâce à l'initiative pour la transformation des industries extractives. On a parlé aussi de cette plus-value financière que notre pays a eue après sa conformité en 2014 à l'ITIE. Vous savez, cela a généré plus de 40 millions de dollars comme aide budgétaire. Vous avez aussi en 2015 plus de 150 et quelques millions de dollars qui ont été accordés à la CBD dans le cadre de ces travaux d'extension. Vous avez aussi l'amélioration de la gouvernance au niveau des sites miniers. Maintenant, les représentants de l'État ou les élus locaux n'encaissent plus des paiements dans le cadre du secteur extractif entre 4 murs. Et tous les paiements se font sur la place publique, soit le jour des marchés hebdomadaires, soit le jour des grandes prières. Et aussi, on a parlé aussi de cette informatisation des données minières au niveau des registres de recettes de l'État. Aujourd'hui, la Guinée compte pérenniser la transparence de son secteur extractif. Il s'agit d'inciter les groupes miniers à renforcer leur appui aux populations à la base à travers les revenus issus de l'exploitation minière. Les cicatrices que laissent les carrières de sable sont une ouverture propice pour promouvoir la pisciculture. Ce changement d'équilibre est l'une des stratégies de l'Agence nationale dans la mise en œuvre de l'initiative présidentielle en faveur du monde rural. Les anciennes carrières de sable de Tanene viennent de recevoir une importante quantité de poissons géniteurs, un réservoir pour ravitailler la Basse-Guinée en alevin. Ansoumani Toumani Camara. Au nord et à 100 km de Conakry, les anciennes carrières de sable de Tanene s'étendent à perte de vue. Après la phase d'exploitation, ces excavations minières sont devenues des retenues d'eau sans une grande importance pour les riverains. Avec son programme de valorisation des différents écosystèmes du pays, l'Agence nationale de l'aquaculture valorise ces excavations et qui reçoivent une quantité importante de poissons géniteurs pour servir de site de reproduction en Basse-Guinée. Parce que les plans d'eau sont créés suite aux exploitations de carrières de sable et toute l'année ils restent comme ça sans être valorisés. Pourtant, il y a l'eau et il y a l'eau en permanence. Et donc, l'initiative présidentielle a inclus tous les plans d'eau, toutes les ressources, chaque région
son écosystème particulier, les étangs, les mares, les retenues et des retenues d'excavation laissées par des exploitants de sable et aussi de diamants comme à Kerouané dans Banankoro. Dans ces creusets de carrières de sable, les eaux sont moins riches en nutriments pour les poissons. Pour garantir leur qualité nutritionnelle, les techniciens de l'Agence nationale de l'aquaculture apprennent les populations riveraines à nourrir les poissons à partir des moyens rudimentaires. Après l'empoisonnement, n'est-ce pas, de ces excavations, on a pris nécessaire de mettre en place, n'est-ce pas, des compostières pour alimenter les poissons, parce qu'on suppose que les excavations ne sont pas tellement riches en aliments pour les poissons. Et comme on n'a pas de nourriture, n'est-ce pas, on n'a pas d'hygiène pour fabriquer les aliments pour les poissons. Donc on a cherché, n'est-ce pas, les éléments nécessaires, les éléments locaux, comme des compostières par exemple, n'est-ce pas, on a mis ça pour le supplément, n'est-ce pas, pour le complément, n'est-ce pas, des éléments de poissons. Valoriser les écosystèmes de chaque région pour promouvoir la pisciculture en Guinée est le concept de cette deuxième phase d'empoisonnement des retenues d'eau du pays. Cette initiative présidentielle bénéficie de l'accompagnement technique et financier de la Banque mondiale à travers WAP Guinée. Elle vise également à garantir la sécurité alimentaire, diversifier les sources d'approvisionnement des populations en produits halieutiques et lutter contre la pauvreté en créant des emplois. Toujours dans l'actualité de chez nous, une mission de la Banque africaine de développement est en séjour de travail à Conakry. C'est dans le cadre du contrôle et évaluation de l'effectivité du fonctionnement du centre de traitement épidémiologique des armées, dont les travaux ont été financés par cette institution panafricaine. Compte rendu, sergent-chef Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. Le centre de traitement épidémiologique du patron spécial de Conakry a été réalisé par la Banque africaine de développement dans le cadre de la riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola. 18 mois après son ouverture, une mission de cette institution est à Conakry pour évaluer et contrôler l'effectivité de son fonctionnement. On est venu ici donc pour évaluer ce projet qui a commencé depuis 2014 et qui s'étend jusqu'à maintenant. Il fallait donc, dans le cadre de cette évaluation, visiter certaines réalisations physiques. C'est pour cela que notre impression, c'est que nous nous réjouissons d'abord que ce choix a été fait sur ce centre. Les travaux ont été bien menés. Nous avons vu que les locaux sont bien entretenus. Nous avons également vu qu'il y a un personnel au niveau de l'armée qui a été déployé en nombre suffisant et qui, de mes premières impressions, est un personnel motivé pour faire le travail. L'idée de création de ce centre a été émise par les autorités du service de santé des armées pour répondre à un besoin de riposte à Ebola. Dans cette phase hors épidémie, la structure prend en charge toutes les pathologies. C'est un centre de traitement à potentiel épidémique, mais pendant les périodes hors épidémie, l'ordre a été donné de recevoir la population civile, les familles des militaires et les militaires. Comme je l'ai dit, les 70% ou les 80% de la patientèle au niveau des structures de santé sont des civils. On est très satisfait de voir apprécier le fonctionnement de ces centres est un motif de grand soulagement. La direction générale du service de santé des armées plaide aujourd'hui pour l'extension de ce centre. Et puis du matériel informatique pour l'inspection générale des finances et l'inspection générale d'État, en appui de l'Union européenne et de la France dans le cadre de la coopération technique. C'est à la faveur du projet Record 2 en sa phase finale, une réussite de coopération multilatérale. Habib Diam pour les détails. Du matériel bureautique, il y en avait. Avec ses ordinateurs portables, l'Union européenne et la France renforcent les moyens d'action des nouveaux cadres de l'inspection générale des finances. Tant qu'on n'est pas bien outillé, on ne peut pas faire un travail efficace. Ces matériels informatiques vont contribuer grandement à l'efficacité du travail du corps des inspecteurs du ministère de l'économie et des finances. Le projet Record 2 est le socle de cet appui technique dont bénéficie également l'inspection générale d'État.
Il est la suite logique de 3 ans de formation et de perfectionnement de la nouvelle équipe chargée de la moralisation et du contrôle de l'action publique. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui devant les tribunaux pour répondre des manquements qui ont été constatés par l'inspection d'État au cours de cette année 2018. Cette collaboration avec Expertise France, qui est l'agence technique d'exécution du projet Record 2, qui a permis de recruter ces ressources humaines sur lesquelles repose essentiellement aujourd'hui l'inspection d'État. C'est grâce à l'appui de l'Union européenne d'une part et de la coopération française d'autre part que tout ça se met en œuvre. Sur la riche expérience offerte à la partie guinéenne, les partenaires européens retiennent l'essentiel avec l'État guinéen. Les résultats principaux sont l'opérationnalisation des corps de contrôle qui à ce jour sont en état de fonctionner sur le plan juridique avec des textes législatifs adoptés, mais aussi le recrutement d'inspecteurs d'État et des finances qui peuvent mettre en œuvre les missions de contrôle. On veut encore plus travailler avec les inspecteurs, déformer plus pour qu'ils puissent faire le contrôle et audit des institutions de l'État, surtout aussi pour appuyer la lutte contre la corruption. 12 millions d'euros est la bagatelle ayant permis de couvrir ce projet basé sur la bonne gouvernance. Dorénavant, les efforts sont orientés vers le projet PACAF d'appui au corps de contrôle de l'administration fiscale. Il a démarré début septembre 2018 avec le soutien de l'Union européenne et de la coopération française. Insalubrité, les ordures et déchets divers cohabitent avec les populations. Plus de 500 jeunes ont été mobilisés pour l'opération de nettoyage de la plage de la Minière. L'objectif s'articule autour de l'amélioration du cadre de vie des populations. Mounir Baré, Younous Atawel Kamara, reportage. La propriété est de retour sur cette partie de la plage de la Minière. 4 heures durant, 500 volontaires se sont déchaînés contre l'état d'immondice qui couvrait la bande de sable fin de cette partie des merveilles des côtes de la capitale. Au nom de l'action citoyenne, des jeunes reprennent à leur compte une idée lancée par le gouvernement. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Et ensuite, le droit à un environnement propice à la santé et à l'épanouissement de la personne. Si on vit dans un environnement sale, nos droits sont violés. Quand on parle des droits de l'homme, on pense aux manifestations politiques, dans les droits civils et politiques. Mais il n'y a pas de droit plus important que le droit à la vie et à un environnement sain. Une fois encore, si la jeunesse qui a besoin d'un environnement sain pour son épanouissement s'engage dans une campagne d'assainissement, elle a tout simplement accompli son devoir. Alors aujourd'hui, à partir de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Hawaï, aux États-Unis, tous les jeunes du monde se sont levés pour montrer aux citoyens du monde qu'une seule action peut suffire pour nettoyer la planète Terre. C'est dire donc que la République de Guinée ne peut pas être en marge de cette situation. Nous avons compris que le problème de salubrité n'est pas une question d'une journée. L'Organisation internationale des migrants OIM, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, soutient les initiateurs. Cette mobilisation citoyenne est mise à profit par le ministre Mokhtar Diallo pour réitérer son appel aux jeunes. Cette mobilisation et cette démonstration citoyenne démontrent encore une fois que la jeunesse guinéenne est en train de se démarquer des travers qu'on lui connaît, notamment la paresse, la sous-formation, la sous-information, l'immigration légale, la violence, la haine, l'ethnocentrisme, etc., etc. Donc pour être une jeunesse positive au service du développement du pays. L'assainissement est aujourd'hui une priorité du gouvernement. Les 3 dernières campagnes publiques ont permis de débarrasser la capitale de 400 tonnes d'ordures. Les jeunes leaders de la société civile prennent le relais pour porter l'action dans les quartiers ou, comme ici, les lieux de loisirs pris en otage par les ordures. Stop à l'immigration clandestine des jeunes est un slogan lancé par des artistes au centre culturel franco-guinéen. C'était au cours d'un concert de sensibilisation sur ce phénomène qui envahit la société. Diamokaba. L'immigration clandestine reste un véritable fléau pour les pays africains. En Guinée, des initiatives naissent partout afin de dissuader de potentiels candidats à l'exil. Dans la salle de spectacle du centre culturel franco-guinéen,
une comédie musicale et mise en scène. Intitulée Taxi, cette comédie interpelle les décideurs sur la menace qui plane le processus de développement du pays, de plus en plus vidé de certains de ses bras valides. Ce soir, le spectacle, bien qu'on vient de voir, parle d'un voyage, qui parle du mouvement des jeunes qui bravent tous les risques au monde par le désert, par la mer et qui veulent aller en dehors de l'Afrique. On parle de ces jeunes qui ont mal en Afrique, qui crient et qu'on n'entend pas leurs cris. On parle de ces jeunes-là, talentueux, qui partent avec leur talent ailleurs. On parle du besoin de rester chez nous aussi. Mais un cri aux autorités, à l'Union africaine. Proposé par Teria Circus, le spectacle alterne pièces théâtrales, danse, musique et art du cirque. Une nouvelle approche pour mieux parler aux consciences. Moi je vis en France il y a 22 ans, donc je vois les gens qui arrivent nous trouver là-bas, qu'est-ce qui se passe en fait. Donc moi, on a pensé ça avec mon producteur de monter un spectacle contre l'immigration. Pourquoi? Parce que ça nous est arrivé en 2015. On a ramené 11 personnes en Europe, il y a 7 personnes qui n'est pas retournées. Donc cette idée de spectacle, elle vient de là en fait. C'est pour expliquer à nos frères qu'on peut tout faire chez nous pour aller là-bas travailler, chercher du travail et retourner chez nous. Ce spectacle est le début d'une série de sensibilisation contre l'immigration clandestine. Certains migrants volontairement retournés au Bercail ont témoigné de leur difficile aventure après le comédie. Sur la route, il y a trop de conséquences là-bas. Il y a trop de dangers aussi. On viole les femmes, on vole l'argent, les téléphones, on tue. Donc, il y a souffrance de manger. Tu ne vas pas boire, tu ne vas pas manger sur la route. Donc, c'est très difficile. Ce rendez-vous culturel très émotionnel a séduit le public. Le génie créateur d'un jeune talent de la culture guinéenne est salué. Les artistes ont surtout partagé leur espoir en une Guinée paisible et heureuse pour tous ses fils. Et puis cette brève sportive, tournoi de football de la Coupe d'Afrique des Nations cadets Tanzanie 2019. À Dakar, la compétition se poursuit au compte de la 3e journée. Dans la poule C, la Guinée et le Cap-Vert ont fait match nul. Les deux équipes sont donc qualifiées pour les demi-finales. Avant de finir cette édition, passons à la rubrique l'an 60 de notre souveraineté. Après le 14 juillet 1958, des jeunes ont été recensés dans l'anonymat pour amener la population à voter non au référendum du 28 septembre 1958. Ce soir, nous vous invitons à découvrir l'un de ces jeunes d'alors devenus vieux aujourd'hui. Notre reporter Mohamed Lamine Camara a rencontré ce témoin de l'histoire. Suivez. À cette époque, le Parti démocratique de Guinée, PDG-RDA, était majoritaire à 90% sur le territoire guinéen. Au-delà de cet acquis, il fallait passer les consignes de vote. Alors, c'est à l'issue de la réunion du 14 septembre 1958 que des mouvements de mobilisation ont été engagés. Ils étaient nombreux des jeunes qui évoluaient dans l'anonymat. Leur rôle était de mobiliser les militants à resserrer les rangs du PDG-RDA pour la victoire du peuple de Guinée pendant le vote du 28 septembre. Nous pourrons vous citer des gens comme Bonnet. Bonnet était un artiste, dessinateur qui avait la particularité d'être infirme d'un bras, mais qui dessinait bien, qui savait représenter les activités du parti et qui savait aussi composer les chansons et les slogans. Vous aviez quelqu'un comme Mbadi, dit Kenkeyame. C'était un homme jeune qui avait la particularité de parcourir en une seule nuit toute la ville de Conakry à vélo et qui usait soit de la discrétion, soit de la proclamation. Quand il fallait être discret, Mbadi réunissait dans les concessions les
les jeunes gens et les jeunes filles qu'il fallait réunir, leur passer les mots d'ordre et continuer, reprendre son vélo et continuer son chemin. Le ralliement des partis comme le BAG de Barry Yawandou et le PS de Barry 3 au PDG RDA pour le choix de l'indépendance nationale a permis de déjouer toute tentative de saboter le vote du 28 septembre. Quand il s'est agi de voter pour ou contre l'indépendance de la Guinée, ces deux leaders, Barry Yawandou au titre du BAG, Bloc africain de Guinée, et Barry 3, leader de la DSG, Démocratie socialiste de Guinée, qui avaient déjà fondu leur parti dans le PRA, et dans l'Union du peuple de Guinée, PRA. Eh bien, ces deux personnalités ont fait le choix que l'on n'entendait pas d'eux, à savoir le choix pour l'indépendance nationale. L'indépendance acquise, la victoire sera dédiée à tous les compagnons de la longue lutte de la Guinée. L'apport des jeunes mobilisateurs comme Momo Kouluragnen sera magnifié. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et surtout pour vos familles et amis qui vous aiment tant. Soyez tolérants et prudents sur la route. Bonsoir et bon week-end à tous.